Honoré de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes, la dernière incarnation de Vautrin, partie 11 du livre audio. 20 ou 30 prisonniers, accourus et groupés en arrière des 3 terribles forçats, dont les farouches regards avaient maintenant 3 pieds de distance entre eux et les curieux, entendirent cette allocution prononcée avec une onction évangélique. « Celui-là, Monsieur Gault, dit le formidable Lapouraille. Eh bien, nous l'écouterions. »« On m'a dit, reprit Jacques Collin, près de qui Monsieur Gault se tenait, qu'il y avait dans cette prison un condamné à mort. »« On lui lit en ce moment le rejet de son pourvoi, dit Monsieur Gault. »« J'ignore ce que cela signifie, demanda naïvement Jacques Collin en regardant autour de lui. Dieu, est-il sinve ? Simple, dit le petit jeune homme qui consultait naguère Fil de Soie sur la fleur des gourganes des prés. Eh bien, aujourd'hui ou demain, on le fauche, dit un détenu. Faucher ? Demanda Jacques Collin, dont l'air d'innocence et d'ignorance frappa ses 3 fanandelles d'admiration. Dans leur langage, répondit le directeur. Cela veut dire l'exécution de la peine de mort. Si le greffier lit le pourvoi, sans doute l'exécuteur va recevoir l'ordre pour l'exécution. Le malheureux a constamment refusé les secours de la religion. Ah, monsieur le directeur, c'est une âme à sauver, s'écria Jacques Collin. Le sacrilège joignit les mains avec une expression d'amant au désespoir qui parut être l'effet d'une divine ferveur au directeur attentif. « Ah, monsieur, reprit Trompe-la-Mort, laissez-moi vous prouver ce que je suis et tout ce que je puis, en me permettant de faire éclore le repentir dans ce cœur endurci. Dieu m'a donné la faculté de dire certaines paroles qui produisent de grands changements. Je brise les cœurs, je les ouvre. Que craignez-vous ? Faites-moi accompagner par des gendarmes, par des gardiens, par qui vous voudrez. Je verrai si l'aumônier de la maison veut vous permettre de le remplacer, dit Monsieur Gault. Et le directeur se retira, frappé de l'air parfaitement indifférent, quoique curieux, avec lequel les forçats et les prisonniers regardaient ce prêtre dont la voix évangélique donnait du charme à son baragouin mi-parti de français et d'espagnol. « Comment vous trouvez-vous ici, monsieur l'abbé ?» demanda le jeune interlocuteur de Fil de Soie à Jacques Collin. « Oh, par erreur !» répondit Jacques Collin en toisant le fils de famille. « On m'a trouvé chez une courtisane qui venait d'être volée après sa mort. On a reconnu qu'elle s'était tuée. Et les auteurs du vol, qui sont probablement les domestiques, ne sont pas encore arrêtés. Et c'est à cause de ce vol que ce jeune homme s'est pendu ? Ce pauvre enfant n'a pas sans doute pu soutenir l'idée d'être flétri par un emprisonnement injuste, répondit Trompe-la-Mort en levant les yeux au ciel. Oui, dit le jeune homme, on venait le mettre en liberté quand il s'est suicidé. Quelle chance ! Il n'y a que les innocents qui se frappent ainsi l'imagination, dit Jacques Collin. Remarquez que le vol a été commis à son préjudice. Et de combien s'agit-il ? Demanda le profond et fin Fil de Soie. De 750 000 francs, répondit tout doucement Jacques Collin. Les 3 forçats se regardèrent entre eux, et ils se retirèrent du groupe que tous les détenus formaient autour du soi-disant ecclésiastique. C'est lui qui a rincé la profonde, la cave, de la fille, dit Fil de Soie à l'oreille du Biffon. On voulait nous coquer le taf, faire peur. Pour nos thunes de balles, nos pièces de 100 sous. Ce sera toujours le dab des grands fanandels, répondit Lapouraille. Notre Karl n'est pas décarré, envolé. Lapouraille, qui cherchait un homme à qui se fier, avait intérêt à trouver Jacques Collin honnête homme. Or, c'est surtout en prison qu'on croit à ce qu'on espère. Je gage qu'il esquinte le dab de la cigogne, qu'il enfonce le procureur général, et qu'il va cromper sa tante, sauver son ami, dit Fil de Soie. S'il y arrive, dit le Biffon, je ne le crois pas tout à fait maigre, Dieu. Mais il aura, comme on le prétend, bouffardé avec le boulanger.
fumer une pipe avec le diable. « L'as-tu entendu crier ? Le boulanger m'abandonne !» fit observer Fil de Soie. « Ah !» s'écria la Pouraille, « s'il voulait cromper ma Sorbonne, sauver ma tête. Quel vioque, vie, je ferais, avec mon fade de Carle, ma part de fortune, et mes rondins jaunes servis, et l'or volé que je viens de cacher. » « Fais sa balle, suis ses instructions, dit Fil de Soie. « Planches-tu, ris-tu, reprit la Pouraille en regardant son fanandel. Es-tu sinve, simple, tu seras raide gerbé à la passe, condamné à mort. Ainsi, tu n'as pas d'autre lourde à pessiguer, porte à soulever, pour pouvoir rester sur tes pâturons, pieds, morfiler, te dessaler et goupiner encore, manger, boire et voler, lui répliqua le Biffon, que de lui prêter le dos. V'là qu'est dit, reprit la Pouraille, pas un de nous ne sera pour le dab à la manque, pas un de nous ne le trahira. Ou je me charge de l'emmener où je vais. Il le ferait comme il le dit, s'écria Fil de Soie. Les gens les moins susceptibles de sympathie pour ce monde étrange peuvent se figurer la situation d'esprit de Jacques Collin, qui se trouvait entre le cadavre de l'idole qu'il avait adorée pendant 5 heures de nuit et la mort prochaine de son ancien compagnon de chaîne, le futur cadavre du jeune Corse Théodore. Ne fût-ce que pour voir ce malheureux, il avait besoin de déployer une habileté peu commune. Mais le sauver, c'était un miracle. Et il y pensait déjà. Pour l'intelligence de ce qu'allait tenter Jacques Collin, il est nécessaire de faire observer ici que les assassins, les voleurs, que tous ceux qui peuplent les bagnes ne sont pas aussi redoutables qu'on le croit. À quelques exceptions très rares, ces gens-là sont tous lâches, sans doute à cause de la peur perpétuelle qui leur comprime le cœur. Leur faculté étant incessamment tendue à voler, et l'exécution d'un coup exigeant l'emploi de toutes les forces de la vie, une agilité d'esprit égale à l'aptitude du corps, une attention qui abuse de leur morale, ils deviennent stupides, hors de ces violents exercices de leur volonté, par la même raison qu'une cantatrice ou qu'un danseur tombe épuisé après un pas fatigant ou après l'un de ces formidables duos comme en infligent au public les compositeurs modernes. Les malfaiteurs sont en effet si dénués de raison, ou tellement oppressés par la crainte, qu'ils deviennent absolument enfants. Crédules au dernier point, la plus simple ruse les prend dans sa glu. Après la réussite d'une affaire, ils sont dans un tel état de prostration que, livrés immédiatement à des débauches nécessaires, ils s'enivrent de vin, de liqueur, et se jettent dans les bras de leurs femmes avec rage, pour retrouver du calme en perdant toute leur force, et cherchent l'oubli de leurs crimes dans l'oubli de leurs raisons. En cette situation, ils sont à la merci de la police. Une fois arrêtés, ils sont aveugles, ils perdent la tête, et ils ont tant besoin d'espérance qu'ils croient à tout. Aussi, n'est-il pas d'absurdité qu'on ne leur fasse admettre. Un exemple expliquera jusqu'où va la bêtise du criminel enflaqué. Bibi Lupin avait récemment obtenu les aveux d'un assassin âgé de 19 ans, en lui persuadant qu'on n'exécutait jamais les mineurs. Quand on transféra ce garçon à la conciergerie pour subir son jugement, après le rejet du pourvoi, ce terrible agent était venu le voir. « Es-tu sûr de ne pas avoir 20 ans ?» lui demanda-t-il. « Oui, je n'ai que 19 ans et demi, » dit l'assassin parfaitement calme. « Eh bien, » répondit Bibi Lupin, « tu peux être tranquille, tu n'auras jamais 20 ans. »« Et pourquoi ?»« Eh, mais tu seras fauché dans 3 jours, » répliqua le chef de la sûreté. L'assassin, qui croyait toujours, même après son jugement, qu'on n'exécutait pas les mineurs, s'affaissa comme une omelette soufflée. Ces hommes, si cruels par la nécessité de supprimer des témoignages, car ils n'assassinent que pour se défaire de preuves, c'est une des raisons alléguées par ceux qui demandent la suppression de la peine de mort, ces colosses d'adresse, d'habileté, chez qui l'action de la main, la rapidité du coup d'œil, les sens sont exercés comme chez les sauvages, ne deviennent des héros de malfaisance que sur le théâtre de leurs exploits. Non seulement le crime commis, leurs embarras, commencent
car ils sont aussi hébétés par la nécessité de cacher les produits de leur vol qu'ils étaient oppressés par la misère. Mais encore, ils sont affaiblis comme la femme qui vient d'accoucher. Énergiques à effrayer dans leur conception, ils sont comme des enfants après la réussite. C'est, en un mot, le naturel des bêtes sauvages, facile à tuer quand elles sont repues. En prison, ces hommes singuliers sont hommes par la dissimulation et par leur discrétion, qui ne cèdent qu'au dernier moment, alors qu'on les a brisés, roués par la durée de la détention. On peut alors comprendre comment les 3 forçats, au lieu de perdre leur chef, voulurent le servir. Ils l'admirèrent en le soupçonnant d'être le maître des 750 000 francs volés, en le voyant calme sous les verrous de la conciergerie, et le croyant capable de les prendre sous sa protection. Lorsque M. Gault eut quitté le faux espagnol, il revint par le parloir à son greffe et alla trouver Bibi Lupin, qui depuis 20 minutes que Jacques Collin était descendu de sa cellule, observait tout. Tapi contre une des fenêtres donnant sur le préau, par un Judas. « Aucun d'eux ne l'a reconnu, dit M. Gault. Et Napolitas, qui les surveille tous, n'a rien entendu. Le pauvre prêtre, dans son accablement, cette nuit, n'a pas dit un mot qui puisse faire croire que sa soutane cache Jacques Collin. »« Ça prouve qu'il connaît bien les prisons, » répondit le chef de la police de sûreté. Napolitas, secrétaire de Bibi Lupin, inconnu de tous les gens en ce moment détenu à la conciergerie, y jouait le rôle du fils de famille accusé de faux. « Enfin, il demande à confesser le condamné à mort, » reprit le directeur. « Voici notre dernière ressource, » s'écria Bibi Lupin. « Je n'y pensais pas. Théodore Calvi, ce Corse, est le camarade de chaîne de Jacques Collin. Jacques Collin lui faisait auprès, m'a-t-on dit, de bien belles patarasses. Les forçats se fabriquent des espèces de tampons qu'ils glissent entre leurs anneaux de fer et leur chair, afin d'amortir la pesanteur de la manicle sur leurs chevilles et leurs coups de pied. Ces tampons, composés d'étoupes et de linge, s'appellent, au bagne, des patarasses. « Qui veille le condamné ?» demanda Bibi Lupin à M. Gault. « C'est Cœur Lavirole. »« Bien, je vais me poster en gendarme. J'y serai. Je les entendrai. Je réponds de tout. Ne craignez-vous pas, si c'est Jacques Collin, d'être reconnu et qu'il ne vous étrangle ?» demanda le directeur de la conciergerie à Bibi Lupin. « En gendarme, j'aurai mon sabre, » répondit le chef. « D'ailleurs, si c'est Jacques Collin, il ne fera jamais rien pour se faire gerber à la passe. Et si c'est un prêtre, je suis en sûreté. »« Il n'y a pas de temps à perdre, » dit alors M. Gault. « Il est 8h30. Le père Sauteloup vient de lire le rejet du pourvoi. M. Sanson attend dans la salle l'ordre du parquet. Oui, c'est pour aujourd'hui. Les hussards de la veuve, autre nom terrible de la mécanique. Sont commandés, répondit Bibi Lupin. Je comprends cependant que le procureur général hésite. Ce garçon s'est toujours dit innocent, et il n'y a pas eu, selon moi, de preuves convaincantes contre lui. C'est un vrai Corse, reprit M. Gault. Il n'a pas dit un mot, et il a résisté à tout. Le dernier mot du directeur de la conciergerie au chef de la police de sûreté contenait la sombre histoire des condamnés à mort. Un homme que la justice a retranché du nombre des vivants appartient au parquet. Le parquet est souverain. Il ne dépend de personne. Il ne relève que de sa conscience. La prison appartient au parquet. Il en est le maître absolu. La poésie s'est emparée de ce sujet social éminemment propre à frapper les imaginations. Le condamné à mort. La poésie a été sublime. La prose n'a d'autre ressource que le réel, mais le réel est assez terrible, comme il est, pour pouvoir lutter avec le lyrisme. La vie du condamné à mort, qui n'a pas avoué ses crimes ou ses complices, est livrée à d'affreuses tortures. Il ne s'agit ici ni de brodequins qui brisent les pieds, ni d'eau ingurgitée dans l'estomac, ni de la distension des membres au moyen d'affreuses machines, mais d'une torture sournoise et pour ainsi dire négative. Le parquet livre le condamné tout à lui-même. Il le laisse dans le silence et dans les ténèbres avec un compagnon, un mouton, dont il doit se défier. L'aimable philanthropie moderne croit avoir deviné l'atroce supplice de l'isolement. Elle se trompe.
Depuis l'abolition de la torture, le parquet, dans le désir bien naturel de rassurer les consciences déjà bien délicates des jurés, avait deviné les ressources terribles que la solitude donne à la justice contre le remords. La solitude, c'est le vide. Et la nature morale en a tout autant d'horreur que la nature physique. La solitude n'est habitable que pour l'homme de génie qui la remplit de ses idées. Fille du monde spirituel, ou pour le contemplateur des œuvres divines qui la trouve illuminée par le jour du ciel, animée par le souffle et par la voix de Dieu. Hormis ces deux hommes, si voisins du paradis, la solitude est à la torture ce que le moral est au physique. Entre la solitude et la torture, il y a toute la différence de la maladie nerveuse à la maladie chirurgicale. C'est la souffrance multipliée par l'infini. Le corps touche à l'infini par le système nerveux, comme l'esprit y pénètre par la pensée. Aussi, dans les annales du parquet de Paris, compte-t-on les criminels qui n'avouent pas. Cette sinistre situation, qui prend des proportions énormes dans certains cas, en politique par exemple, lorsqu'il s'agit d'une dynastie ou de l'État, aura son histoire à sa place dans la comédie humaine. Mais ici, la description de la boîte en pierre, où, sous la Restauration, le parquet de Paris gardait le condamné à mort, peut suffire à faire entrevoir l'horreur des derniers jours d'un suppliciable. Avant la Révolution de Juillet, il existait à la Conciergerie, et il y existe encore aujourd'hui d'ailleurs, la chambre du condamné à mort. Cette chambre, adossée au greffe, en est séparée par un gros mur, tout en pierre de taille, et elle est flanquée à l'opposite par le gros mur de 7 ou 8 pieds d'épaisseur qui soutient une portion de l'immense salle des pas perdus. On y entre par la première porte qui se trouve dans le long corridor sombre où le regard plonge quand on est au milieu de la grande salle voûtée du guichet. Cette chambre sinistre tire son jour d'un soupirail, armé d'une grille formidable, et qu'on aperçoit à peine en entrant à la conciergerie, car il est pratiqué dans le petit espace qui reste entre la fenêtre du greffe, à côté de la grille du guichet, et le logement du greffier de la conciergerie, que l'architecte a plaqué comme une armoire au fond de la cour d'entrée. Cette situation explique comment cette pièce, encadrée par 4 épaisses murailles, a été destinée, lors du remaniement de la conciergerie, à ce sinistre et funèbre usage. Toute évasion y est impossible. Le corridor qui mène au secret et au quartier des femmes débouche en face du poêle, où gendarmes et surveillants sont toujours groupés. Le soupirail, seule issue extérieure, situé à 9 pieds au-dessus des dalles, donne sur la première cour gardée par les gendarmes en faction à la porte extérieure de la conciergerie. Aucune puissance humaine ne peut attaquer les gros murs. D'ailleurs, un criminel condamné à mort est aussitôt revêtu de la camisole, vêtement qui supprime, comme on le sait, l'action des mains. Puis il est enchaîné par un pied à son lit de camp. Enfin, il a pour le servir et le garder un mouton. Le sol de cette chambre est dallé de pierres épaisses, et le jour est si faible qu'on y voit à peine. Il est impossible de ne pas se sentir gelé jusqu'aux os en entrant là, même aujourd'hui, quoique depuis 16 ans, cette chambre soit sans destination, par suite des changements introduits à Paris dans l'exécution des arrêts de la justice. Voyez-y le criminel en compagnie de ses remords, dans le silence et les ténèbres, deux sources d'horreur, et demandez-vous si ce n'est pas à devenir fou. Quelles organisations que celles dont la trempe résiste à ce régime auquel la camisole ajoute l'immobilité, l'inaction. Théodore Calvi, ce Corse alors âgé de 27 ans, enveloppé dans les voiles d'une discrétion absolue, résistait cependant depuis 2 mois à l'action de ce cachot et au bavardage captieux du mouton. Voici le singulier procès criminel où le Corse avait gagné sa condamnation à mort. Quoiqu'elle soit excessivement curieuse, cette analyse sera très rapide. Il est impossible de faire une longue digression au dénouement d'une scène déjà si étendue et qui n'offre pas d'autre intérêt que celui dont est entouré Jacques Collin, espèce de colonne vertébrale qui, par son horrible influence, relie pour ainsi dire le père Goriot à Illusion perdue et Illusion perdue à cette étude. L'imagination du lecteur développera d'ailleurs ce thème obscur qui causait en ce moment bien des inquiétudes au jury de la session où Théodore Calvi avait comparu. Aussi,
depuis 8 jours que le pourvoi du criminel était rejeté par la Cour de cassation, M. de Grandville s'occupait-il de cette affaire et suspendait-il l'ordre d'exécution de jour en jour, tant il tenait à rassurer les jurés, en publiant que le condamné sur le seuil de la mort avait avoué son crime. Une pauvre veuve de Nanterre, dont la maison était isolée dans cette commune, située, comme on sait, au milieu de la plaine infertile qui s'étale entre le mont Valérien, Saint-Germain, les collines de Sartrouville et d'Argenteuil, avait été assassinée et volée quelques jours après avoir reçu sa part d'un héritage inespéré. Cette part se montait à 3 000 francs, à une douzaine de couverts, une chaîne, une montre en or et du linge. Au lieu de placer les 3 000 francs à Paris, comme le lui conseillait le notaire du marchand de vin décédé de qui elle héritait, la vieille femme avait voulu tout garder. D'abord, elle ne s'était jamais vue tant d'argent à elle, puis elle se défiait de tout le monde en toute espèce d'affaires, comme la plupart des gens du peuple ou de la campagne. Après de mûres causeries avec un marchand de vin de Nanterre, son parent et parent du marchand de vin décédé, cette veuve s'était résolue à mettre la somme en viager, à vendre sa maison de Nanterre et à aller vivre en bourgeoise à Saint-Germain. La maison où elle demeurait, accompagnée d'un assez grand jardin enclos de mauvaises palissades, était l'ignoble maison que se bâtissent les petits cultivateurs des environs de Paris. Le plâtre et les moellons, extrêmement abondants à Nanterre, dont le territoire est couvert de carrières exploitées à ciel ouvert, avaient été, comme on le voit communément autour de Paris, employés à la hâte et sans aucune idée architecturale. C'est presque toujours la hutte du sauvage civilisé. Cette maison consistait en un rez-de-chaussée et un premier étage, au-dessus duquel s'étendaient des mansardes. Le carrier, mari de cette femme et constructeur de ce logis, avait mis des barres de fer très solides à toutes les fenêtres. La porte d'entrée était d'une solidité remarquable. Le défunt se savait là, seul, en rase campagne. Et quelle campagne! Sa clientèle se composait des principaux maîtres maçons de Paris. Il avait donc rapporté les plus importants matériaux de sa maison, bâtie à 500 pas de sa carrière, sur ses voitures qui revenaient à vide. Il choisissait dans les démolitions de Paris les choses à sa convenance et à très bas prix. Ainsi, les fenêtres, les grilles, les portes, les volets, la menuiserie, tout était provenu de déprédations autorisées, de cadeaux à lui faits par ses pratiques, de bons cadeaux bien choisis. De 2 châssis à prendre, il emportait le meilleur. La maison, précédée d'une cour assez vaste, où se trouvaient les écuries, était fermée de murs sur le chemin. Une forte grille servait de porte. D'ailleurs, des chiens de garde habitaient l'écurie, et un petit chien passait la nuit dans la maison. Derrière la maison, il existait un jardin d'1 hectare environ. Devenue veuve et sans enfant, la femme du carrier demeurait dans cette maison avec une seule servante. Le prix de la carrière vendue avait soldé les dettes du carrier, mort 2 ans auparavant. Le seul avoir de la veuve fut cette maison déserte, où elle nourrissait des poules et des vaches en vendant les œufs et le lait à Nanterre. N'ayant plus de garçons d'écurie, de charretiers, ni d'ouvriers carriers que le défunt faisait travailler à tout, elle ne cultivait plus le jardin. Elle y coupait le peu d'herbe et de légumes que la nature de ce sol caillouteux y laisse venir. Le prix de la maison et l'argent de la succession pouvant produire 7 à 8 000 francs, cette femme se voyait très heureuse à Saint-Germain, avec 7 ou 800 francs de rente viagère qu'elle croyait pouvoir tirer de ces 8 000 francs. Elle avait eu déjà plusieurs conférences avec le notaire de Saint-Germain, car elle se refusait à donner son argent en viager au marchand de vin de Nanterre qui le lui demandait. Dans ces circonstances, un jour, on ne vit plus reparaître la veuve Pigeot ni sa servante. La grille de la cour, la porte d'entrée de la maison, les volets, tout était clos. Après 3 jours, la justice, informée de cet état de choses, fit une descente. M. Popinot, juge d'instruction accompagné du procureur du roi, vint de Paris, et voici ce qui fut constaté. Ni la grille de la cour, ni la porte d'entrée de la maison ne portaient de traces d'effraction. La clé se trouvait dans la serrure de la porte d'entrée, à l'intérieur. Pas un barreau de fer n'avait été forcé. Les serrures, les volets, toutes les fermetures étaient intactes. Les murailles ne présentaient aucune trace qui pût dévoiler le passage des malfaiteurs. Les cheminées en poterie
n'offrant pas d'issue praticable, n'avait pu permettre de s'introduire par cette voie. Les faisceaux, sains et entiers, n'accusaient d'ailleurs aucune violence. En pénétrant dans les chambres au premier étage, les magistrats, les gendarmes et Bibi Lupin trouvèrent la veuve Pigeot étranglée dans son lit et la servante étranglée dans le sien, au moyen de leur foulard de nuit. Les 3000 francs avaient été pris, ainsi que les couverts et les bijoux. Les 2 corps étaient en putréfaction, ainsi que ceux du petit chien et d'un gros chien de basse-cour. Les palissades d'enceinte du jardin furent examinées, rien n'y était brisé. Dans le jardin, les allées n'offraient aucun vestige de passage. Il parut probable au juge d'instruction que l'assassin avait marché sur l'herbe pour ne pas laisser l'empreinte de ses pas, s'il s'était introduit par là, mais comment avait-il pu pénétrer dans la maison ? Du côté du jardin, la porte avait une imposte garnie de 3 barreaux de fer intacts. De ce côté, la clé se trouvait également dans la serrure, comme à la porte d'entrée du côté de la cour. Une fois ces impossibilités parfaitement constatées par M. Popinot, par Bibi Lupin, qui resta pendant une journée à tout observer, par le procureur du roi lui-même et par le brigadier du poste de Nanterre, cet assassinat devint un affreux problème où la politique et la justice devaient avoir le dessous. Ce drame, publié par la Gazette des tribunaux, avait eu lieu dans l'hiver de 1828 à 1829. Dieu sait quel intérêt de curiosité cette étrange aventure souleva dans Paris. Mais Paris, qui, tous les matins, a de nouveaux drames à dévorer, oublie tout. La police, elle, n'oublie rien. 3 mois après ces perquisitions infructueuses, une fille publique, remarquée pour ses dépenses par des agents de Bibi Lupin et surveillée à cause de ses accointances avec quelques voleurs, voulut faire engager, par une de ses amies, 12 couverts, une montre et une chaîne d'or. L'amie refusa. Le fait parvint aux oreilles de Bibi Lupin, qui se souvint des 12 couverts, de la montre et de la chaîne d'or, volée à Nanterre. Aussitôt, les commissionnaires au Mont-de-Piété, tous les receleurs de Paris, furent avertis, et Bibi Lupin soumit Manon la Blonde à un espionnage formidable. On apprit bientôt que Manon la Blonde était amoureuse folle d'un jeune homme qu'on ne voyait guère, car il passait pour être sourd à toutes les preuves d'amour de la blonde Manon. Mystère sur mystère. Ce jeune homme, soumis à l'attention des espions, fut bientôt vu, puis reconnu pour être un forçat évadé, le fameux héros des vendettas corses, le beau Théodore Calvi, dit Madeleine. On lâcha sur Théodore un de ces receleurs à double face, qui servent à la fois les voleurs et la police, et il promit à Théodore d'acheter les couverts, la montre et la chaîne d'or. Au moment où le ferrailleur de la cour Saint-Guillaume comptait l'argent à Théodore, déguisé en femme, à 10h30 du soir, la police fit une descente, arrêta Théodore et saisit les objets. L'instruction commença sur le champ. Avec de si faibles éléments, il était impossible, en style de parquet, d'en tirer une condamnation à mort. Jamais Calvi ne se démentit. Il ne se coupa jamais. Il dit qu'une femme de la campagne lui avait vendu ses objets à Argenteuil et qu'après les lui avoir achetés, le bruit de l'assassinat commis à Nanterre l'avait éclairé sur le danger de posséder ses couverts, cette montre et ses bijoux, qui d'ailleurs, ayant été désignés dans l'inventaire fait après le décès du marchand de vin de Paris, oncle de la veuve Pigeot, se trouvaient être les objets volés. Enfin, forcé par la misère de vendre ces objets, disait-il, il avait voulu s'en défaire en employant une personne non compromise. On ne put rien obtenir de plus du forçat libéré, qui sut, par son silence et par sa fermeté, faire croire à la justice que le marchand de vin de Nanterre avait commis le crime, et que la femme de qui il tenait les choses compromettantes était l'épouse de ce marchand. Le malheureux parent de la veuve Pigeot et sa femme furent arrêtés. Mais, après 8 jours de détention et une enquête scrupuleuse, il fut établi que ni le mari ni la femme n'avaient quitté leur établissement à l'époque du crime. D'ailleurs, Calvi ne reconnut pas, dans l'épouse du marchand de vin, la femme qui, selon lui aurait vendu l'argenterie et les bijoux. Comme la concubine de Calvi, impliquée dans le procès, fut convaincue d'avoir dépensé 1000 francs environ, depuis l'époque du crime jusqu'au moment où Calvi voulut engager l'argenterie et les bijoux,
De telles preuves parurent suffisantes pour faire envoyer aux assises le forçat et sa concubine. Cet assassinat étant le 18e commis par Théodore, il fut condamné à mort, car il parut être l'auteur de ce crime si habilement commis. S'il ne reconnut pas la marchande de vin de Nanterre, il fut reconnu par la femme et par le mari. L'instruction avait établi, par de nombreux témoignages, le séjour de Théodore à Nanterre pendant environ 1 mois. Il y avait servi les maçons, la figure enfarinée de plâtre et mal vêtue. À Nanterre, chacun donnait 18 ans à ce garçon, qui devait avoir nourri ce poupon, comploté, préparé ce crime, pendant 1 mois. Le parquet croyait à des complices. On mesura la largeur des tuyaux pour l'adapter au corps de Manon la Blonde, afin de voir si elle avait pu s'introduire par les cheminées. Mais un enfant de 6 ans n'aurait pu passer par les tuyaux en poterie, par lesquels l'architecte moderne remplace aujourd'hui les vastes cheminées d'autrefois. Sans ce singulier et irritant mystère, Théodore eût été exécuté depuis 1 semaine. L'aumônier des prisons avait, comme on l'a vu, totalement échoué. Cette affaire et le nom de Calvi dut échapper à l'attention de Jacques Collin, alors préoccupé de son duel avec Contenson, Corentin et Peyrade. Trompe-la-Mort essayait, d'ailleurs, d'oublier le plus possible les amis et tout ce qui regardait le palais de justice. Il tremblait d'une rencontre qui l'aurait mis face à face avec un fanandel par qui le DAB se serait vu demander des comptes impossibles à rendre. Le directeur de la conciergerie alla sur-le-champ au parquet du procureur général et y trouva le premier avocat général causant avec M. de Granville et tenant l'ordre d'exécution à la main. M. de Granville, qui venait de passer toute la nuit à l'hôtel de Sérisy, quoique accablé de fatigue et de douleur, car les médecins n'osaient encore affirmer que la comtesse conserverait sa raison, était obligé, par cette exécution importante, de donner quelques heures à son parquet. Après avoir causé un instant avec le directeur, M. de Granville reprit l'ordre d'exécution à son avocat général et le remit à Gault. « Que l'exécution ait lieu, dit-il, à moins de circonstances extraordinaires que vous jugerez. Je me fie à votre prudence. On peut retarder le dressage de l'échafaud jusqu'à 10h30. Il vous reste donc 1 heure. Dans une pareille matinée, les heures valent des siècles, et il tient bien des événements dans un siècle. Ne laissez pas croire à un sursis. Qu'on fasse la toilette, s'il le faut. Et, s'il n'y a pas de révélation, remettez l'ordre à Samson à 9h30. Qu'il attende. » Au moment où le directeur de la prison quittait le cabinet du procureur général, il rencontra sous la voûte du passage qui débouche dans la galerie M. Camusot qui s'y rendait. Il eut donc une rapide conversation avec le juge, et, après l'avoir instruit de ce qui se passait à la conciergerie relativement à Jacques Collin, il y descendit pour opérer cette confrontation de Trompe-la-Mort et de Madeleine. Mais il ne permit au soi-disant ecclésiastique de communiquer avec le condamné à mort qu'au moment où Bibi Lupin, admirablement déguisé en gendarme, eut remplacé le mouton qui surveillait le jeune Corse. On ne peut pas se figurer le profond étonnement des 3 forçats en voyant un surveillant venir chercher Jacques Collin pour le mener dans la chambre du condamné à mort. Ils se rapprochèrent de la chaise où Jacques Collin était assis par un bond simultané. « C'est pour aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Julien ?» dit Fil de Soie au surveillant. « Mais oui, Charlot est là, » répondit le surveillant avec une parfaite indifférence. Le peuple et le monde des prisons appellent ainsi l'exécuteur des hautes œuvres de Paris. Ce sobriquet date de la Révolution de 1789. Ce nom produisit une profonde sensation. Tous les prisonniers se regardèrent entre eux. « C'est fini, » répondit le surveillant. « L'ordre d'exécution est arrivé à Monsieur Gault, et l'arrêt vient d'être lu. »« Ainsi, » reprit la poutraille, « la belle Madeleine a reçu tous les sacrements ?» Il avala une dernière bouffée d'air. « Pauvre petit Théodore !» s'écria le Biffon. « Il est bien gentil. C'est dommage d'éternuer dans le son à son âge. » Le surveillant se dirigeait vers le guichet, en se croyant suivi de Jacques Collin. Mais l'Espagnol allait lentement, et, quand il se vit à 10 pas de Julien, il parut faiblir et demanda, par un geste, le bras de la Pouraille. « C'est un assassin !» dit Napolitas au prêtre en montrant la Pouraille et offrant son bras. « Non, pour moi c'est un malheureux !» répondit Trompe-la-Mort avec la présence d'esprit et l'onction de l'archevêque de Cambrai.
et il se sépara de Napolitas, qui, du premier coup d'œil, lui avait paru très suspect. « Il est sur la première marche de l'abbaye de Montaregret, mais j'en suis le prieur. Je vais vous montrer comment je sais m'entifler avec la cigogne, » rouait le procureur général. « Je veux cromper cette Sorbonne de ses pattes. »« À cause de sa montante, » dit Fil-de-Soie en souriant. « Je veux donner cette âme au ciel, » répondit avec componction Jacques Collin en se voyant entouré par quelques prisonniers. Et il rejoignit le surveillant au guichet. « Il est venu pour sauver Madeleine, » dit Fil-de-Soie. « Nous avons bien deviné la chose. Quel dab !»« Mais comment ? Les hussards de la guillotine sont là, il ne le verra seulement pas, » reprit le Biffon. « Il a le boulanger pour lui, » s'écria la Pouraille. « Lui, Poissé nos Philippe, il aime trop les amis. Il a trop besoin de nous. On voulait nous mettre à la manque pour lui, nous le faire livrer. Nous ne sommes pas des gnolls. S'il crompe sa Madeleine, il aura ma balle, mon secret. » Ce dernier mot eut pour effet d'augmenter le dévouement des trois forçats pour leur Dieu, car en ce moment leur fameux dab devint toute leur espérance. Jacques Collin, malgré le danger de Madeleine, ne faillit pas à son rôle. Cet homme, qui connaissait la conciergerie aussi bien que les trois bagnes, se trompa si naturellement que le surveillant fut obligé de lui dire à tout moment « Par ici, par là », jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au greffe. Là, Jacques Collin vit, du premier regard, accoudé sur le poêle, un homme grand et gros dont le visage rouge et long ne manquait pas d'une certaine distinction. Et il reconnut Samson. « Monsieur est l'aumônier, » dit-il, en allant à lui d'un air plein de bonhomie. Cette erreur fut si terrible qu'elle glaça les spectateurs. « Non, monsieur, » répondit Samson. « J'ai d'autres fonctions. » Samson, le père du dernier exécuteur de ce nom, car il a été destitué récemment, était le fils de celui qui exécuta Louis XVI. Après 400 ans d'exercice de cette charge, l'héritier de tant de tortionnaires avait tenté de répudier ce fardeau héréditaire. Les Samson, bourreaux à Rouen, pendant 2 siècles, avant d'être revêtus de la première charge du royaume, exécutaient de père en fils les arrêts de la justice depuis le XIIIe siècle. Il est peu de familles qui puissent offrir l'exemple d'un office ou d'une noblesse conservée de père en fils pendant 6 siècles. Au moment où ce jeune homme, devenu capitaine de cavalerie, se voyait sur le point de faire une belle carrière dans les armes, son père exigea qu'il vînt l'assister pour l'exécution du roi. Puis il fit de son fils son second, lorsqu'en 1793 il y eut 2 échafauds en permanence, l'un à la barrière du trône, l'autre à la place de Grève. Alors âgé d'environ 60 ans, ce terrible fonctionnaire se faisait remarquer par une excellente tenue, par des manières douces et posées, par un grand mépris pour Bibi Lupin et ses acolytes, les pourvoyeurs de la machine. Le seul indice qui, chez cet homme, trahissait le sang des vieux tortionnaires du Moyen-Âge était une largeur et une épaisseur formidables dans les mains. Assez instruit d'ailleurs, tenant fort à sa qualité de citoyen et d'électeur, passionné, dit-on, pour le jardinage, ce grand et gros homme, parlant bas, d'un maintien calme très silencieux, au front large et chauve, ressemblait beaucoup plus à un membre de l'aristocratie anglaise qu'à un exécuteur des hautes œuvres. Aussi, un chanoine espagnol devait-il commettre l'erreur que commettait volontairement Jacques Collin. « Ce n'est pas un forçat, » dit le chef des surveillants au directeur. « Je commence à le croire, » se dit M. Gault, en faisant un mouvement de tête à son subordonné. Jacques Collin fut introduit dans l'espèce de cave où le jeune Théodore, en camisole de force, était assis au bord de l'affreux lit de camp de cette chambre. Trompe-la-Mort, momentanément éclairé par le jour du corridor, reconnut sur-le-champ Bibi Lupin dans le gendarme qui se tenait debout, appuyé sur son sabre. « Io sono Gabba Morto, parla nostro italiano » dit vivement Jacques Collin. « Vengo ti salvar. » Je suis Trompe-la-Mort, parlons italien, je viens te sauver. Tout ce qu'allaient se dire les 2 amis devait être inintelligible pour le faux gendarme,
et comme Bibi Lupin était censé garder le prisonnier, il ne pouvait quitter son poste. Aussi, la rage du chef de la police de sûreté ne saurait-elle se décrire. Théodore Calvi, jeune homme au teint pâle et olivâtre, à cheveux blonds, aux yeux caves et d'un bleu trouble, très bien proportionné d'ailleurs, d'une prodigieuse force musculaire cachée sous cette apparence lymphatique que présentent parfois les méridionaux, aurait eu la plus charmante physionomie, sans des sourcils arqués, sans un front déprimé qui lui donnait quelque chose de sinistre, sans des lèvres rouges d'une cruauté sauvage, et sans un mouvement de muscles qui dénote cette faculté d'irritation particulière aux Corses, et qui les rend si prompts à l'assassinat dans une querelle soudaine. Saisi d'étonnement par les sons de cette voix, Théodore leva brusquement la tête et crut à quelque hallucination. Mais, comme il était familiarisé par une habitation de 2 mois avec la profonde obscurité de cette boîte en pierre de taille, il regarda le faux ecclésiastique et soupira profondément. Il ne reconnut pas Jacques Collin, dont le visage couturé par l'action de l'acide sulfurique ne lui sembla point être celui de son dab. « C'est bien moi, ton Jacques. Je suis en prêtre et je viens te sauver. Ne fais pas la bêtise de me reconnaître et aie l'air de te confesser. » Ceci fut dit rapidement. « Ce jeune homme est très abattu. La mort l'effraie. Il va tout avouer, » dit Jacques Collin en s'adressant aux gendarmes. « Dis-moi quelque chose qui me prouve que tu es lui, car tu n'as que sa voix. »« Voyez-vous, il me dit, le pauvre malheureux, qu'il est innocent, » reprit Jacques Collin en s'adressant aux gendarmes. Bibi Lupin n'osa point parler, de peur d'être reconnu. « Saint-Prémy, » répondit Jacques, en revenant à Théodore, et lui jetant ce mot de convention dans l'oreille. « Saint-Préty, » dit le jeune homme, en donnant la réplique de la passe. « C'est bien mon dab. »« As-tu fait le coup ?»« Oui. »« Raconte-moi tout, afin que je puisse voir comment je ferai pour te sauver. »« Il est temps. Charlot est là. » Aussitôt le Corse se mit à genoux et parut vouloir se confesser. Bibi Lupin ne savait que faire, car cette conversation fut si rapide qu'elle prit à peine le temps pendant lequel elle se lit. Théodore raconta promptement les circonstances connues de son crime et que Jacques Collin ignorait. « Les jurés m'ont condamné sans preuve, » dit-il en terminant. « Enfant, tu discutes quand on va te couper les cheveux ? Mais je puis bien avoir été seulement chargé de mettre en plan les bijoux. Et voilà comme on juge, et à Paris encore. »« Mais comment s'est fait le coup ? » demanda Trompe-la-Mort. « Ah, voilà. Depuis que je ne t'ai vu, j'ai fait la connaissance d'une petite fille corse que j'ai rencontrée en arrivant à Pantin, Paris. »« Les hommes assez bêtes pour aimer une femme, » s'écria Jacques Collin, « périssent toujours par là. C'est des tigres en liberté, des tigres qui babillent et qui se regardent dans des miroirs. Tu n'as pas été sage. Mais, voyons, à quoi t'a-t-elle servi, cette sacrée largue ? Cet amour de femme, grande comme un fagot, mince comme une aiguille, adroite comme un singe, a passé par le haut du four et m'a ouvert la porte de la maison. Les chiens, bourrés de boulettes, étaient morts. J'ai refroidi les 2 femmes. Une fois l'argent pris, la Ginetta a refermé la porte et est sortie par le haut du four. « Une si belle invention vaut la vie, » dit Jacques Collin en admirant la façon du crime, comme un ciseleur admire le modèle d'une figurine. « J'ai commis la sottise de déployer tout ce talent-là pour 1000 écus. »« Non, pour une femme, » reprit Jacques Collin. « Quand je te disais qu'elle nous ôte notre intelligence. » Jacques Collin jeta sur Théodore un regard flamboyant de mépris. « Tu n'étais plus là, » répondit le Corse. « Je t'ai abandonné. »« Et l'aimes-tu, cette petite ?» demanda Jacques Collin, sensible aux reproches que contenait cette réponse. « Ah, si je veux vivre, c'est maintenant pour toi plus que pour elle. Reste tranquille. Je ne me nomme pas pour rien Trompe-la-Mort. Je me charge de toi. »« Quoi, la vie ?» s'écria le jeune Corse en levant ses bras emmaillotés vers la voûte humide de ce cachot. « Ma petite Madeleine, apprête-toi à retourner au pré à Vioque, » reprit Jacques Collin. « Tu dois t'y attendre. On ne va pas te couronner de roses comme le bœuf gras. S'ils nous ont déjà ferrés pour Rochefort, c'est qu'ils essaient à se débarrasser de nous. Mais je te ferai diriger sur Toulon. Tu t'évaderas et tu reviendras à Pantin,
où je t'arrangerai quelque petite existence bien gentille. » Un soupir, comme il en avait peu retenti sous cette voûte inflexible, un soupir exhalé par le bonheur de la délivrance, choqua la pierre, qui renvoya cette note, sans égale en musique, dans l'oreille de Bibi Lupin, stupéfait. « C'est l'effet de l'absolution que je viens de lui promettre à cause de ses révélations, » dit Jacques Collin au chef de la police de sûreté. « Ces Corses, voyez-vous, monsieur le gendarme, sont pleins de foi. Mais il est innocent comme l'enfant Jésus, et je vais essayer de le sauver. »« Dieu soit avec vous, monsieur l'abbé, » dit en français Théodore. Trompe-la-Mort, plus Carlos Herrera, plus chanoine que jamais, sortit de la chambre du condamné, se précipita dans le corridor et joua l'horreur en se présentant à monsieur Gault. « Monsieur le directeur, ce jeune homme est innocent. Il m'a révélé le coupable. Il allait mourir pour un faux point d'honneur. C'est un Corse. Allez, demandez pour moi, dit-il. 5 minutes d'audience à monsieur le procureur général. Monsieur de Granville ne refusera pas d'écouter immédiatement un prêtre espagnol qui souffre tant des erreurs de la justice française. »« J'y vais, » répondit monsieur Gault au grand étonnement de tous les spectateurs de cette scène extraordinaire. « Mais, reprit Jacques Collin, faites-moi reconduire dans cette cour en attendant, car j'y achèverai la conversion d'un criminel que j'ai déjà frappé dans le cœur. Ils ont un cœur, ces gens-là. » Cette allocution produisit un mouvement parmi toutes les personnes qui se trouvaient là. Les gendarmes, le greffier des écrous, Samson, les surveillants, l'aide de l'exécuteur, qui attendaient l'ordre d'aller faire dresser la mécanique en style de prison. Tout ce monde, sur qui les émotions glissent, fut agité par une curiosité très concevable. En ce moment, on entendit le fracas d'un équipage à chevaux fins qui arrêtait à la grille de la conciergerie, sur le quai, d'une manière significative. La portière fut ouverte, le marchepied fut déplié si vivement que toutes les personnes crurent à l'arrivée d'un grand personnage. Bientôt, une dame, agitant un papier bleu, se présenta, suivie d'un valet de pied et d'un chasseur, à la grille du guichet. Vêtue tout en noir, et magnifiquement, le chapeau couvert d'un voile, elle essuyait ses larmes avec un mouchoir brodé très ample. Jacques Collin reconnut aussitôt Asie, ou, pour rendre son véritable nom à cette femme, Jacqueline Collin, sa tante. Cette atroce vieille, digne de son neveu, dont toutes les pensées étaient concentrées sur le prisonnier et qui le défendait avec une intelligence, une perspicacité égale en puissance à celle de la justice, avait une permission donnée la veille au nom de la femme de chambre de la duchesse de Maufrigneuse, sur la recommandation de M. de Sérisy, de communiquer avec Lucien et l'abbé Carlos Herrera dès qu'il ne serait plus au secret, et sur laquelle le chef de division chargé des prisons avait écrit un mot. Le papier, par sa couleur, impliquait déjà de puissantes recommandations, car ces permissions, comme les billets de faveur au spectacle, diffèrent de forme et d'aspect. Aussi, le porte-clés ouvrit-il le guichet, surtout en apercevant ce chasseur emplumé dont le costume vert et or, brillant comme celui d'un général russe, annonçait une visiteuse aristocratique et un blason quasi royal. « Ah, mon cher abbé !» s'écria la fausse grande dame, qui versa un torrent de larmes en apercevant l'ecclésiastique. « Comment a-t-on pu mettre ici, même pour un instant, un si saint homme ?» Le directeur prit la permission et lut. « À la recommandation de son Excellence, le comte de Sérisy. »« Ah, madame de Saint-Estéban, madame la marquise, » dit Carlos Herrera, « quel beau dévouement !»« Madame, on ne communique pas ainsi, » dit le bon vieux Gault. Et il arrêta lui-même au passage cette tonne de moire noire et de dentelle. « Mais à cette distance, » reprit Jacques Collin, « et devant vous, » ajouta-t-il en jetant un regard circulaire à l'assemblée. La tante, dont la toilette devait étourdir le greffe, le directeur, les surveillants et les gendarmes, puait le musc. Elle portait, outre des dentelles pour 1000 écus, un cachemire noir de 6000 francs. Enfin, le chasseur paradait dans la cour de la conciergerie avec l'insolence d'un laquais qui se sait indispensable à une princesse exigeante. Il ne parlait pas au valet de pied qui stationnait à la grille du quai, toujours ouverte pendant le jour.
Que veux-tu? Que dois-je faire? Dit madame de Saint-Estéban dans l'argot convenu entre la tante et le neveu. Cet argot consistait à donner des terminaisons en ar ou en or, en al ou en i, de façon à défigurer les mots, soit français, soit d'argot, en les agrandissant. C'était le chiffre diplomatique appliqué au langage. Mets toutes les lettres en lieu sûr, prends les plus compromettantes pour chacune de ces dames, reviens mise en voleuse dans la salle des pas perdus, et attends-y mes ordres. Asie, ou Jacqueline, s'agenouilla comme pour recevoir la bénédiction, et le faux abbé bénit sa tante avec une componction évangélique. « Adieu, marchesa », dit-il à haute voix. Et, ajouta-t-il en se servant de leur langage de convention, retrouve Europe et Paccard avec les 750 000 francs qu'ils ont effarouchés. Il nous les faut. Paccard est là, répondit la pieuse marquise en montrant le chasseur les larmes aux yeux. Cette promptitude de compréhension arracha non seulement un sourire, mais encore un mouvement de surprise à cet homme qui ne pouvait être étonné que par sa tante. La fausse marquise se tourna vers les témoins de cette scène en femme habituée à se poser. « Il est au désespoir de ne pouvoir aller aux obsèques de son enfant, dit-elle en mauvais français, car cette affreuse méprise de la justice a fait connaître le secret de ce saint homme. Moi, je vais assister à la messe mortuaire. Voici, monsieur, dit-elle à monsieur Gault, en lui donnant une bourse pleine d'or. Voici, pour soulager les pauvres prisonniers. Quel chic marre, lui dit à l'oreille son neveu satisfait. Jacques Collin suivit le surveillant qui le menait au préau. Bibi Lupin, au désespoir, avait fini par se faire voir d'un vrai gendarme, à qui, depuis le départ de Jacques Collin, il adressait des significatifs, et qui vint le remplacer dans la chambre du condamné. Mais cet ennemi de Trompe-la-Mort ne put arriver assez à temps pour voir la grande dame, qui disparut dans son brillant équipage, et dont la voix, quoique déguisée, apportait à son oreille des sons rogomeux. 300 balles pour les détenus, disait le chef des surveillants en montrant à Bibi Lupin la bourse que M. Gault avait remise à son greffier. « Montrez, monsieur Giacometti, dit Bibi Lupin. Le chef de la police secrète prit la bourse, vit alors dans sa main, l'examina attentivement. « C'est bien de l'or, dit-il. Et la bourse est armoiriée. Ah, le gredin, est-il fort? Est-il complet? Il nous met tous dedans, et à chaque instant. On devrait tirer sur lui, comme sur un chien. »« Qu'y a-t-il donc ?» demanda le greffier en reprenant la bourse. « Il y a que cette femme doit être une voleuse !» s'écria Bibi Lupin en frappant du pied avec rage sur la dalle extérieure du guichet. Ces mots produisirent une vive sensation parmi les spectateurs, groupés à une certaine distance de M. Sanson, qui restait toujours debout, le dos appuyé contre le gros poêle, au centre de cette vaste salle voûtée, en attendant un ordre pour faire la toilette aux criminels et dresser l'échafaud sur la place de Grève. En se retrouvant au préau, Jacques Collin se dirigea vers ses amis, du pas que devait avoir un habitué du pré. « Qu'as-tu sur le casaquin ?» dit-il à la Pouraille. « Mon affaire est faite, » reprit l'astral que Jacques Collin avait emmené dans un coin. « J'ai besoin maintenant d'un ami sûr. »« Et pourquoi ?» La Pouraille, après avoir raconté tous ses crimes à son chef, mais en argot, lui détailla l'assassinat et le vol commis chez les époux Crottat. « Tu as mon estime, lui dit Jacques Collin. C'est bien travaillé. Mais tu me parais coupable d'une faute. Laquelle ? Une fois l'affaire faite, tu devais avoir un passeport russe, te déguiser en prince russe, acheter une belle voiture armoiriée, aller déposer hardiment ton or chez un banquier, demander une lettre de crédit pour Hambourg, prendre la poste, accompagné d'un valet de chambre, d'une femme de chambre et de ta maîtresse habillée en princesse. Puis, à Hambourg, t'embarquer pour le Mexique. Avec 280 000 francs en or, un gaillard d'esprit doit faire ce qu'il veut, et aller où il veut. Sinve. Ah, tu as de ces idées-là, parce que tu es le dab. Tu ne perds jamais la Sorbonne, toi. Mais moi... Enfin,
un bon conseil dans ta position. C'est du bouillon pour un mort, reprit Jacques Collin en jetant un regard fascinateur à son fanandel. C'est vrai, dit avec un air de doute la Pouraille. Donne-le-moi toujours, ton bouillon. S'il ne me nourrit pas, je m'en ferai un bain de pied. Te voilà pris par la cigogne, avec 5 vols qualifiés, 3 assassinats, dont le plus récent concerne de riches bourgeois. Les jurés n'aiment pas quand tu des bourgeois. Tu seras gerbé à la passe. Et tu n'as pas le moindre espoir. Ils m'ont tous dit cela, répondit piteusement la Pouraille. Ma tante Jacqueline, avec qui je viens d'avoir un petit bout de conversation en plein greffe, et qui est, tu le sais, la mère aux fanandel, m'a dit que la cigogne voulait se défaire de toi, tant elle te craignait. Mais, dit la Pouraille avec une naïveté qui prouve combien les voleurs sont pénétrés du droit naturel de voler, je suis riche à présent, que craignent-ils ? Nous n'avons pas le temps de faire de la philosophie, dit Jacques Collin. Revenons à ta situation. Que veux-tu faire de moi ? Demanda la Pouraille en interrompant son dab. Tu vas voir. Un chien mort vaut encore quelque chose. Pour les autres, dit la Pouraille. Je te prends dans mon jeu, répliqua Jacques Collin. C'est déjà quelque chose, dit l'assassin. Après, je ne demande pas où est ton argent, mais ce que tu veux en faire. La Pouraille espionna l'œil impénétrable du dab, qui continua froidement. As-tu quelque largue que tu aimes ? Un enfant ? Un fanandel à protéger ? Je serai dehors dans 1 heure. Je pourrai tout pour ceux à qui tu veux du bien. La Pouraille hésitait encore. Il restait au port d'armes de l'indécision. Jacques Collin fit alors avancer un dernier argument. Ta part dans notre caisse est de 30 000 francs. La laisses-tu au fanandel ? La donnes-tu à quelqu'un ? Ta part est en sûreté. Je puis la remettre ce soir à qui tu veux la léguer. L'assassin laissa échapper un mouvement de plaisir. Je le tiens, se dit Jacques Collin. Mais ne flânons pas. Réfléchis, reprit-il en parlant à l'oreille de la Pouraille. Mon vieux, nous n'avons pas 10 minutes à nous. Le procureur général va me demander et je vais avoir une conférence avec lui. Je le tiens, cet homme. Je puis tordre le cou à la cigogne. Je suis certain de sauver Madeleine. Si tu sauves mon bon dab, tu peux bien me... Ne perdons pas notre salive, dit Jacques Collin d'une voix brève. Fais ton testament. Eh bien, je voudrais donner l'argent à la Gonore, répondit la Pouraille d'un air piteux. Tiens, tu vis avec la veuve de Moïse, ce juif qui était à la tête des rouleurs du Midi ? Demanda Jacques Collin. Semblable aux grands généraux, Trompe-la-Mort connaissait admirablement bien le personnel de toutes les troupes. C'est elle-même, dit la Pouraille, excessivement flattée. Jolie femme, dit Jacques Collin, qui s'entendait admirablement à manœuvrer ces machines terribles. La largue est fine. Elle a de grandes connaissances et beaucoup de probité. C'est une voleuse finie. Ah, tu t'es retrempé dans la Gonore. C'est bête de se faire terrer quand on tient une pareille largue. Imbécile. Il fallait prendre un petit commerce honnête et vivoter. Et que goupine-t-elle ? Elle est établie rue Sainte-Barbe. Elle gère une maison. Ainsi, tu l'institues, ton héritière ? Voilà, mon cher, où nous mènent ces gueuses-là quand on a la bêtise de les aimer. Oui, mais ne lui donne rien qu'après ma culbute. C'est sacré, dit Jacques Collin d'un ton sérieux. Rien aux fanandel ? Rien, ils m'ont servi, répondit haineusement la Pouraille. Qui t'a vendu ? Veux-tu que je te venge ? Demanda vivement Jacques Collin en essayant de réveiller le dernier sentiment qui fasse vibrer ses cœurs au moment suprême. Qui sait, mon vieux fanandel, si je ne pourrais pas, tout en te vengeant, faire ta paix avec la cigogne ? Là, l'assassin regarda son dab d'un air hébété de bonheur. Mais, répondit le dab à cette expression de physionomie parlante, je ne joue en ce moment la Miss Locke que pour Théodore. Après le succès de ce vaudeville, mon vieux, pour un de mes amis, car tu es des miens, toi, je suis capable de bien des choses. Si je te vois seulement faire ajourner la cérémonie pour ce pauvre petit Théodore, tiens, je ferai tout ce que tu voudras. Mais c'est fait. Je suis sûr de cromper sa Sorbonne des griffes de la cigogne. Pour se désenflaquer, vois-tu, la Pouraille, il faut se donner la main les uns aux autres. On ne peut rien tout seul. C'est vrai, s'écria l'assassin.
La confiance était si bien établie, et sa foi dans le dab si fanatique, que la Pouraille n'hésita plus. La Pouraille livra le secret de ses complices, ce secret si bien gardé jusqu'à présent. C'était tout ce que Jacques Collin voulait savoir. Voici la balle, dans le poupon. Ruffard, l'agent de Bibi Lupin, était entière avec moi et Godet. Un Rachelaine s'écria Jacques Collin en donnant à Ruffard son nom de voleur. C'est cela. Les gueux m'ont vendu parce que je connais leur cachette et qu'ils ne connaissent pas la mienne. Tu graisses mes bottes, mon amour, dit Jacques Collin. Quoi? Eh bien, répondit le dab, vois ce qu'on gagne à mettre en moi toute sa confiance. Maintenant, ta vengeance est un point de la partie que je joue. Je ne te demande pas de m'indiquer ta cachette, tu me la diras au dernier moment. Mais dis-moi tout ce qui regarde Ruffard et Godet. Tu es et tu seras toujours notre dab. Je n'aurai pas de secret pour toi, répliqua la Pouraille. Mon or est dans la profonde, la cave, de la maison à la Gonore. Tu ne crains rien de ta largue? Ah oui, elle ne sait rien de mon tripotage, reprit la Pouraille. J'ai saoulé la Gonore. Quoique ce soit une femme à ne rien dire la tête dans la lunette. Mais tant d'or. Oui, ça fait tourner le lait de la conscience la plus pure, répliqua Jacques Collin. J'ai donc pu travailler sans luisant sur moi. Toute la volaille dormait dans le poulailler. L'or est à 3 pieds sous terre, derrière des bouteilles de vin. Et par-dessus, j'ai mis une couche de cailloux et de mortier. Bon, fit Jacques Collin, et les cachettes des autres? Ruffard a son fade chez la Gonore, dans la chambre de la pauvre femme qu'il tient par là, car elle peut devenir complice de recel et finir ses jours à Saint-Lazare. Ah, le gredin! Comme la raille, la police. Vous forme un voleur, dit Jacques. Godet a mis son fade chez sa sœur, blanchisseuse de faim, une honnête fille qui peut attraper 5 ans de l'orse fait sans s'en douter. Le fanandel a levé les carreaux du plancher, les a remis et a filé. Sais-tu ce que je veux de toi, dit alors Jacques Collin en jetant sur la Pouraille un regard magnétique. Quoi? Que tu prennes sur ton compte l'affaire de Madeleine. La Pouraille fit un singulier haut-le-corps, mais il se remit promptement en posture d'obéissance sous le regard fixe du dab. Eh bien, tu renacles déjà. Tu te mêles de mon jeu. Voyons, 4 assassinats ou 3, n'est-ce pas la même chose? Peut-être. Par le meg des fanadels, tu es sans résiner dans les vermichelles, sans sang dans les veines. Et moi, qui pensais à te sauver. Et comment? Imbécile! Si l'on promet de rendre l'or à la famille, tu en seras quitte pour aller à Vioque-au-Pré. Je ne donnerais pas une face de ta Sorbonne si l'on tenait l'argent. Mais, en ce moment, tu vaux 700 000 francs, imbécile. Dab! Dab! S'écria la Pouraille au comble du bonheur. Et, reprit Jacques Collin, sans compter que nous rejetterons les assassinats sur Ruffard. Du coup, Bibi Lupin est dégommé. Je le tiens. La Pouraille resta stupéfait de cette idée. Ses yeux s'agrandirent. Il fut comme une statue. Arrêté depuis 3 mois, à la veille de passer à la cour d'assises, conseillé par ses amis de la force, auxquels il n'avait pas parlé de ses complices, il était si bien sans espoir, après l'examen de ses crimes, que ce plan avait échappé à toutes ses intelligences enflaquées. Aussi, ce semblant d'espoir le rendit-il presque imbécile. Ruffard et Godet ont-ils déjà fait la noce? Ont-ils fait prendre l'air à quelques-uns de leurs jaunets? Demanda Jacques Collin. Ils n'osent pas, répondit la Pouraille. Les gredins attendent que je sois fauché. C'est ce que m'a fait dire ma largue par la Biffe, quand elle est venue voir le Biffon. Eh bien, nous aurons leur fade dans 24 heures, s'écria Jacques Collin. Les drôles ne pourront pas restituer comme toi. Tu seras blanc comme neige, et eux, rougis de tout le sang. Tu deviendras, par mes soins, un honnête garçon entraîné par eux. J'aurai ta fortune pour mettre des alibis dans tes autres procès. Et une fois auprès, car tu y retourneras, tu verras à t'évader. C'est une vilaine vie, mais c'est encore la vie. Les yeux de la Pouraille annonçaient un délire intérieur. Vieux, avec 700 000 francs, on a bien des cocardes, disait Jacques Collin en grisant d'espoir son fanandel. Dab, dab! J'éblouirai le ministre de la Justice. Ah, Ruffard la dansera. C'est une raille à démolir. Bibi Lupin est frit. Eh bien,
C'est dit, s'écria La Pouraille avec une joie sauvage. Ordonne, j'obéis. Et il serra Jacques Collin dans ses bras, en laissant voir des larmes de joie dans ses yeux, tant il lui parut possible de sauver sa tête. Ce n'est pas tout, dit Jacques Collin. La cigogne a la digestion difficile, surtout en fait de redoublement de fièvre. Révélation d'un nouveau fait à charge. Maintenant, il s'agit de servir de belle une largue, de dénoncer à faux une femme. Et comment? À quoi bon? Demanda l'assassin. Aide-moi, tu vas voir, répondit Trompe-la-Mort. Jacques Collin révéla brièvement à La Pouraille le secret du crime commis à Nanterre et lui fit apercevoir la nécessité d'avoir une femme qui consentirait à jouer le rôle qu'avait rempli la Ginetta. Puis il se dirigea vers le Biffon avec La Pouraille, devenu joyeux. « Je sais combien tu aimes la biffe, dit Jacques Collin au Biffon. Le regard que jeta le Biffon fut tout un poème horrible. Que fera-t-elle pendant que tu seras au pré? Une larme mouilla les yeux féroces du Biffon. Eh bien, si je te la fourrais à la lorce fée des largues, à la force des femmes, les Madelonnettes ou Saint-Lazare. Pour 1 an, le temps de ton gerbement, jugement, de ton départ, de ton arrivée et de ton évasion. Tu ne peux faire ce miracle. Elle est nique de mèche, sans aucune complicité, répondit l'amant de la biffe. Ah, mon Biffon, dit La Pouraille, notre dab est plus puissant que le meg, Dieu. Quel est ton mot de passe avec elle? Demanda Jacques Collin au Biffon avec l'assurance d'un maître qui ne doit pas essuyer de refus. Sorgue à Pantin, nuit à Paris. Avec ce mot, elle sait qu'on vient de ma part. Et si tu veux qu'elle t'obéisse, montre-lui une thune de 5 balles, pièce de 5 francs. Et prononce ce mot-ci, tondif. Elle sera condamnée dans le gerbement de La Pouraille et graciée pour révélation après 1 an d'ombre, dit sentencieusement Jacques Collin en regardant La Pouraille. La Pouraille comprit le plan de son dab et lui promit, par un seul regard, de décider le Biffon à y coopérer en obtenant de la biffe cette fausse complicité dans le crime dont il allait se charger. « Adieu, mes enfants. Vous apprendrez bientôt que j'ai sauvé mon petit des mains de Charlot, dit Trompe-la-Mort. Oui, Charlot était au greffe avec ses soubrettes pour faire la toilette à Madeleine. Tenez, dit-il, on vient me chercher de la part du dab de la Gigogne, du procureur général. En effet, un surveillant sorti du guichet fit signe à cet homme extraordinaire, à qui le danger du jeune Corse avait rendu cette sauvage puissance avec laquelle il savait lutter contre la société. Il n'est pas sans intérêt de faire observer qu'au moment où le corps de Lucien fut ravi, Jacques Collin s'était décidé, par une résolution suprême, à tenter une dernière incarnation, non plus avec une créature, mais avec une chose. Il avait enfin pris le parti fatal que prit Napoléon sur la chaloupe qui le conduisit vers le Bellérophon. Par un concours bizarre de circonstances, tout aida ce génie du mal et de la corruption dans son entreprise. Aussi, quand même le dénouement inattendu de cette vie criminelle perdrait un peu de ce merveilleux qui, de nos jours, ne s'obtient que par des invraisemblances inacceptables, est-il nécessaire, avant de pénétrer avec Jacques Collin dans le cabinet du procureur général, de suivre madame Camusot chez les personnes où elle alla, pendant que tous ces événements se passaient à la conciergerie. Une des obligations auxquelles ne doit jamais manquer l'historien des mœurs, c'est de ne point gâter le vrai par des arrangements en apparence dramatiques, surtout quand le vrai a pris la peine de devenir romanesque. La nature sociale, à Paris surtout, comporte de tels hasards, des enchevêtrements de conjectures si capricieuses, que l'imagination des inventeurs est à tout moment dépassée. La hardiesse du vrai s'élève à des combinaisons interdites à l'art, tant elles sont invraisemblables ou peu décentes, à moins que l'écrivain ne les adoucisse, ne les émonde, ne les châtre. Madame Camusot essaya de se composer une toilette du matin presque de bon goût, entreprise assez difficile pour la femme d'un juge qui, depuis 6 ans, avait constamment habité la province. Il s'agissait de ne donner prise à la critique ni chez la marquise d'Espard, ni chez la duchesse de Maufrigneuse.
en venant les trouver de 8 à 9 heures du matin. Amélie Cécile Camusot, quoique née Thirion, hâtons-nous de le dire, réussit à moitié. N'est-ce pas, en fait de toilette, se tromper 2 fois? On ne se figure pas de quelle utilité sont les femmes de Paris pour les ambitieux en tout genre. Elles sont aussi nécessaires dans le grand monde que dans le monde des voleurs, où, comme on vient de le voir, elles jouent un rôle énorme. Ainsi, supposez un homme forcé de parler dans un temps donné, sous peine de rester en arrière dans l'arène. À ce personnage, immense sous la Restauration et qui s'appelle encore aujourd'hui le garde des sceaux. Prenez un homme dans la condition la plus favorable, un juge, c'est-à-dire un familier de la maison. Le magistrat est obligé d'aller trouver soit un chef de division, soit le secrétaire particulier, soit le secrétaire général, et de leur prouver la nécessité d'obtenir une audience immédiate. Un garde des sceaux est-il jamais visible à l'instant même? Au milieu de la journée, s'il n'est pas à la Chambre, il est au Conseil des ministres, où il signe, où il donne audience. Le matin, il dort on ne sait où. Le soir, il a ses obligations publiques et personnelles. Si tous les juges pouvaient réclamer des moments d'audience, sous quelque prétexte que ce soit, le chef de la justice serait assailli. L'objet de l'audience, particulière, immédiate, est donc soumis à l'appréciation d'une de ces puissances intermédiaires qui deviennent un obstacle, une porte à ouvrir, quand elle n'est pas déjà tenue par un compétiteur. Une femme, elle, va trouver une autre femme. Elle peut entrer dans la chambre à coucher immédiatement en éveillant la curiosité de la maîtresse ou de la femme de chambre, surtout lorsque la maîtresse est sous le coup d'un grand intérêt ou d'une nécessité poignante. Nommée la puissance femelle, Madame la marquise d'Espard, avec qui devait compter un ministre. Cette femme écrit un petit billet ambré que son valet de chambre porte au valet de chambre du ministre. Le ministre est saisi par le poulet au moment de son réveil, il le lit aussitôt. Si le ministre a des affaires, l'homme est enchanté d'avoir une visite à rendre à l'une des reines de Paris, une des puissances du faubourg Saint-Germain, une des favorites de madame, de la dauphine ou du roi. Casimir Périer, le seul premier ministre réel qu'ait eu la Révolution de Juillet, quittait tout pour aller chez un ancien premier gentilhomme de la chambre du roi Charles X. Cette théorie explique le pouvoir de ces mots. Madame Camusot, pour une affaire très pressante, et que c'est madame, dit à la marquise d'Espard par sa femme de chambre, qui la supposait éveillée. Aussi, la marquise cria-t-elle d'introduire Amélie incontinent. La femme du juge fut bien écoutée, quand elle commença par ces paroles. « Madame la marquise, nous sommes perdus pour vous avoir vengée. »« Comment, ma petite belle ?» répondit la marquise en regardant madame Camusot dans la pénombre que produisit la porte entr'ouverte. « Vous êtes divine, ce matin, avec votre petit chapeau. Où trouvez-vous ces formes-là ? Madame, vous êtes bien bonne. Mais vous savez que la manière dont Camusot a interrogé Lucien de Rubempré a réduit ce jeune homme au désespoir et qu'il s'est pendu dans sa prison. »« Que va devenir madame de Sérisy ?» s'écria la marquise en jouant l'ignorance pour se faire raconter tout à nouveau. « Hélas, on la tient pour folle, » répondit Amélie. « Ah, si vous pouvez obtenir de sa grandeur qu'il mande aussitôt mon mari par une estafette envoyée au palais, le ministre saura d'étranges mystères. Il en fera bien certainement part au roi. Dès lors, les ennemis de Camusot seront réduits au silence. »« Quels sont les ennemis de Camusot ?» demanda la marquise. « Mais le procureur général et maintenant monsieur de Sérisy. »« C'est bon, ma petite, » répliqua madame d'Espard, qui devait, à messieurs de Granville et de Sérisy, sa défaite dans le procès ignoble qu'elle avait intenté pour faire interdire son mari. « Je vous défendrai. Je n'oublie ni mes amis, ni mes ennemis. » Elle sonna, fit ouvrir ses rideaux, le jour vint à flot. Elle demanda son pupitre, et la femme de chambre l'apporta. La marquise griffonna rapidement un petit billet. « Que Godard monte à cheval et porte ce mot à la chancellerie. »« Il n'y a pas de réponse, » dit-elle à sa femme de chambre. La femme de chambre sortit vivement et, malgré cet ordre, resta sur la porte pendant quelques minutes. « Il y a donc de grands mystères ?» demanda madame d'Espard. « Contez-moi donc cela, chère petite. »
Clotilde de Grandlieu n'est-elle pas mêlée à cette affaire ? Madame la marquise saura tout par sa grandeur, car mon mari ne m'a rien dit. Il m'a seulement averti de son danger. Il vaudrait mieux pour nous que madame de Sérisy mourût plutôt que de rester folle. Pauvre femme, dit la marquise, mais ne l'était-elle pas déjà ? Les femmes du monde, par leur sans manière de prononcer la même phrase, démontrent aux observateurs attentifs l'étendue infinie des modes de la musique. L'âme passe tout entière dans la voix, aussi bien que dans le regard. Elle s'empreint dans la lumière comme dans l'air, et les manques travaillent les yeux et le larynx. Par l'accentuation de ces deux mots, « pauvre femme », la marquise laissa deviner le contentement de la haine satisfaite, le bonheur du triomphe. Ah, combien de malheurs ne souhaite-t-elle pas à la protectrice de Lucien ? La vengeance qui survit à la mort de l'objet haï, qui n'est jamais assouvi, cause une sombre épouvante. Aussi, madame Camusot, quoique d'une nature âpre, haineuse et tracassière, fut-elle abasourdie. Elle ne trouva rien à répliquer, elle se tut. Diane m'a dit, en effet, que Léontine était allée à la prison, reprit madame d'Espard. Cette chère duchesse est au désespoir de cet éclat, car elle a la faiblesse d'aimer beaucoup madame de Sérisy. Mais cela se conçoit, elles ont adoré ce petit imbécile de Lucien presque en même temps, et rien ne lie ou ne désunit plus deux femmes que de faire leur dévotion au même autel. Aussi cette chère amie a-t-elle passé 2 heures hier dans la chambre de Léontine. Il paraît que la pauvre comtesse dit des choses affreuses. On m'a dit que c'est dégoûtant. Une femme comme il faut ne devrait pas être sujette à de pareils accès. Fi, c'est une passion purement physique. La duchesse est venue me voir pâle comme une morte. Elle a eu bien du courage. Il y a dans cette affaire des choses monstrueuses. Mon mari dira tout au garde des Sceaux pour sa justification, car on voulait sauver Lucien, et lui, madame la marquise, il a fait son devoir. Un juge d'instruction doit toujours interroger les gens au secret, dans le temps voulu par la loi. Il fallait bien lui demander quelque chose à ce petit malheureux, qui n'a pas compris qu'on le questionnait pour la forme, et il a fait tout de suite des aveux. C'était un sot et un impertinent, dit sèchement madame d'Espard. La femme du juge garda le silence en entendant cet arrêt. Si nous avons succombé dans l'interdiction de M. d'Espard, ce n'est pas la faute de Camusot. Je m'en souviendrai toujours, reprit la marquise après une pause. C'est Lucien, messieurs de Sérisy, Beauvand et de Granville, qui nous ont fait échouer. Avec le temps, Dieu sera pour moi. Tous ces gens-là seront malheureux. Soyez tranquille. Je vais envoyer le chevalier d'Espard chez le garde des Sceaux pour qu'il se hâte de faire venir votre mari, si c'est utile. Ah, madame, écoutez, dit la marquise, je vous promets la décoration de la Légion d'honneur immédiatement. Demain. Ce sera comme un éclatant témoignage de satisfaction pour votre conduite dans cette affaire. Oui, c'est un blâme de plus pour Lucien. Ça le dira coupable. On se pend rarement pour son plaisir. Allons, adieu, chère belle. Madame Camusot, 10 minutes après, entrait dans la chambre à coucher de la belle Diane de Maufrigneuse, qui, couchée à 1 heure du matin, ne dormait pas encore à 9 heures. Quelque insensibles que soient les duchesses, ces femmes, dont le cœur est en stuc, ne voient pas l'une de leurs amies en proie à la folie sans que ce spectacle ne leur fasse une impression profonde. Puis les liaisons de Diane et de Lucien, quoique rompues depuis 18 mois, avaient laissé dans l'esprit de la duchesse assez de souvenirs pour que la funeste mort de cet enfant lui portât à elle aussi des coups terribles. Diane avait vu pendant toute la nuit ce beau jeune homme, si charmant, si poétique, qui savait si bien aimer, pendu, comme le dépeignait Léontine, dans les accès et avec les gestes de la fièvre chaude. Elle gardait de Lucien d'éloquentes, dénivrantes lettres, comparables à celles écrites par Mirabeau à Sophie, mais plus littéraires, plus soignées, car ces lettres avaient été dictées par la plus violente des passions, la vanité. Posséder la plus ravissante des duchesses, la voir faisant des folies pour lui, des folies secrètes, bien entendu, ce bonheur avait tourné la tête à Lucien. L'orgueil de l'amant avait bien inspiré le poète. Aussi la duchesse avait-elle conservé ses lettres émouvantes, comme certains vieillards ont des gravures obscènes, à cause des éloges hyperboliques donnés à ce qu'elle avait de moins duchesse en elle.
Et il est mort dans une ignoble prison, se disait-elle en serrant les lettres, avec effroi, quand elle entendit frapper doucement à sa porte par sa femme de chambre. Madame Camusot, pour une affaire de la dernière gravité qui concerne madame la duchesse, dit la femme de chambre. Diane se dressa sur ses jambes, tout épouvantée. Oh, dit-elle, en regardant Amélie, qui s'était composé une figure de circonstance. Je devine tout. Il s'agit de mes lettres. Ah, mes lettres. Et elle tomba sur une causeuse. Elle se souvint alors d'avoir, dans l'excès de sa passion, répondu sur le même ton à Lucien, d'avoir célébré la poésie de l'homme comme il chantait les gloires de la femme, et par quelle dithyrambe. Hélas, oui, madame, je viens vous sauver plus que la vie. Il s'agit de votre honneur. Reprenez vos sens, habillez-vous, allons chez la duchesse de Grandlieu, car, heureusement pour vous, vous n'êtes pas la seule de compromise. Mais Léontine, hier, a brûlé, m'a-t-on dit, au palais, toutes les lettres saisies chez notre pauvre Lucien. Mais, madame, Lucien a été doublé de Jacques Collin, s'écria la femme du juge. Vous oubliez toujours cet atroce compagnonnage qui, certes, est la seule cause de la mort de ce charmant et regrettable jeune homme. Or, ce Machiavel du bagne n'a jamais perdu la tête, lui. Monsieur Camusot a la certitude que ce monstre a mis en lieu sûr les lettres les plus compromettantes des maîtresses de son ami, dit vivement la duchesse. Vous avez raison, ma petite belle, il faut aller tenir conseil chez les Grandlieu. Nous sommes tous intéressés dans cette affaire, et fort heureusement Sérisy nous donnera la main. Le danger extrême a, comme on l'a vu par les scènes de la conciergerie, une vertu sur l'âme aussi terrible que celle des puissants réactifs sur le corps. C'est une pile de volta morale. Peut-être le jour n'est-il pas loin où l'on saisira le mode par lequel le sentiment se condense chimiquement en un fluide, peut-être pareil à celui de l'électricité. Ce fut chez le forçat et chez la duchesse le même phénomène. Cette femme, abattue, mourante, et qui n'avait pas dormi, cette duchesse, si difficile à habiller, recouvra la force d'une lionne aux abois et la présence d'esprit d'un général au milieu du feu. Diane choisit elle-même ses vêtements et improvisa sa toilette avec la célérité qui eût mise une grisette qui se sert de femme de chambre à elle-même. Ce fut si merveilleux que la soubrette resta sur ses jambes, immobile pendant un instant, tant elle fut surprise de voir sa maîtresse en chemise, laissant peut-être avec plaisir apercevoir à la femme du juge, à travers le brouillard clair du lin, un corps blanc, aussi parfait que celui de la Vénus de Canova. C'était comme un bijou sous son papier de soie. Diane avait deviné soudain où se trouvait son corset de bonne fortune, ce corset qui s'accroche par devant, en évitant aux femmes pressées la fatigue et le temps si mal employé du lassage. Elle avait déjà fixé les dentelles de la chemise et massé convenablement les beautés de son corsage lorsque la femme de chambre apporta le jupon et acheva l'œuvre en donnant une robe. Pendant qu'Amélie, sur un signe de la femme de chambre, agrafait la robe par derrière et aidait la duchesse, la soubrette alla prendre des bas en fil d'Écosse, des brodequins de velours, un châle et un chapeau. Amélie et la femme de chambre chaussèrent chacune une jambe. « Vous êtes la plus belle femme que j'ai vue, » dit habilement Amélie en baisant le genou fin et poli de Diane par un mouvement passionné. « Madame n'a pas sa pareille, » dit la femme de chambre. « Allons, Josette, taisez-vous, » répliqua la duchesse. « Vous avez une voiture, » dit-elle à madame Camusot. « Allons, ma petite belle, nous causerons en route. » Et la duchesse descendit le grand escalier de l'hôtel de Cadignan en courant et en mettant ses gants, ce qui ne s'était jamais vu. « À l'hôtel de Grandlieu, et promptement, » dit-elle à l'un de ses domestiques, en lui faisant signe de monter derrière la voiture. Le valet hésita, car cette voiture était un fiacre. « Ah, madame la duchesse, vous ne m'aviez pas dit que ce jeune homme avait des lettres de vous. Sans cela, Camusot aurait bien autrement procédé. » « La situation de Léontine m'a tellement occupée que je me suis entièrement oubliée, » dit-elle. « La pauvre femme était déjà quasi folle avant-hier. Jugez de ce qu'a dû produire de désordre en elle le fatal événement. Ah, si vous saviez, ma petite, quelle matinée nous avons eue hier. Non, c'est à faire renoncer à l'amour. Hier, traînées toutes les deux, Léontine et moi, par une atroce vieille, une marchande à la toilette, une maîtresse femme,
dans cette sentine puante et sanglante qu'on nomme la justice. Je lui disais, en la conduisant au palais, n'est-ce pas à tomber sur ses genoux et à crier, comme madame de Nucingen, quand, en allant à Naples, elle a subi l'une de ces tempêtes effrayantes de la Méditerranée. Mon Dieu, sauvez-moi, et plus jamais. Certes, voici 2 journées qui compteront dans ma vie. Sommes-nous stupides d'écrire? Mais on aime. On reçoit des pages qui vous brûlent le cœur par les yeux, et tout flambe, et la prudence s'en va, et l'on répond. Pourquoi répondre quand on peut agir? Dit madame Camusot. Il est si beau de se perdre, reprit orgueilleusement la duchesse. C'est la volupté de l'âme. Les belles femmes, répliqua modestement madame Camusot, sont excusables. Elles ont bien plus d'occasion que nous autres de succomber. La duchesse sourit. Nous sommes toujours trop généreuses, reprit Diane de Maufrigneuse. Je ferai comme cette atroce madame d'Espard. Et que fait-elle? Demanda curieusement la femme du juge. Elle a écrit 1000 billets doux. Tant que cela, s'écria la Camusot en interrompant la duchesse. Eh bien, ma chère, on n'y pourrait pas trouver une phrase qui la compromette. Vous seriez incapable de conserver cette froideur, cette attention, répondit madame Camusot. Vous êtes femme, vous êtes de ces anges qui ne savent pas résister au diable. Je me suis juré de ne plus jamais écrire. Je n'ai, dans toute ma vie, écrit qu'à ce malheureux Lucien. Je conserverai ces lettres jusqu'à ma mort. Ma chère petite, c'est du feu. On en a besoin quelquefois. Si on les trouvait, fit la Camusot avec un petit geste pudique. Oh, je dirais que c'est les lettres d'un roman commencé, car j'ai tout copié, ma chère, et j'ai brûlé les originaux. Oh, madame, pour ma récompense, laissez-moi les lire. Peut-être, dit la duchesse. Vous verrez alors, ma chère, qu'il n'en a pas écrit de pareil à Léontine. Ce dernier mot fut toute la femme de tous les temps et de tous les pays. Semblable à la grenouille de la fable de La Fontaine, madame Camusot crevait dans sa peau du plaisir d'entrer chez les Grandlieu en compagnie de la belle Diane de Maufrigneuse. Elle allait former, dans cette matinée, un de ces liens si nécessaires à l'ambition. Aussi s'entendait-elle appeler madame la présidente. Elle éprouvait la jouissance ineffable de triompher d'obstacles immenses, et dont le principal était l'incapacité de son mari, secrète encore, mais qu'elle connaissait bien. Faire arriver un homme médiocre, c'est, pour une femme, comme pour les rois, se donner le plaisir qui séduit tant les grands acteurs, et qui consiste à jouer 100 fois une mauvaise pièce. C'est l'ivresse de l'égoïsme. Enfin, c'est en quelque sorte les Saturnales du pouvoir. Le pouvoir ne se prouve sa force à lui-même que par le singulier abus de couronner quelque absurdité des palmes du succès, en insultant au génie, seule force que le pouvoir absolu ne puisse atteindre. La promotion du cheval de Caligula, cette farce impériale, a eu et aura toujours un grand nombre de représentations. En quelques minutes, Diane et Amélie passèrent de l'élégant désordre dans lequel était la chambre à coucher de la belle Diane à la correction d'un luxe grandiose et sévère chez la duchesse de Grandlieu. Cette Portugaise très pieuse se levait toujours à 8 heures pour aller entendre la messe à la petite église de Sainte-Valère, succursale de saint Thomas d'Aquin, alors située sur l'esplanade des Invalides. Cette chapelle, aujourd'hui démolie, a été transportée rue de Bourgogne, en attendant la construction de l'église gothique qui sera, dit-on, dédiée à sainte Clotilde. Au premier mot dit à l'oreille de la duchesse de Grandlieu par Diane de Maufrigneuse, la pieuse femme passa chez monsieur de Grandlieu, qu'elle ramena promptement. Le duc jeta sur madame Camusot un de ces rapides regards par lesquels les grands seigneurs analysent toute une existence, et souvent l'âme. La toilette d'Amélie aida puissamment le duc à deviner cette vie bourgeoise depuis Alençon jusqu'à Mantes, et de Mantes à Paris. Ah, si la femme du juge avait pu connaître ce don des ducs, elle n'aurait pu soutenir gracieusement ce coup d'œil poliment ironique. Elle n'en vit que la politesse. L'ignorance partage les privilèges de la finesse. « C'est madame Camusot, la fille de Thirion, un des huissiers du cabinet, » dit la duchesse à son mari. Le duc salua très poliment la femme de robe, et sa figure perdit quelque peu de sa gravité. Le valet de chambre du duc, que son maître avait sonné, se présenta.
Allez rue Honoré Chevalier. Prenez une voiture. Arrivez là, vous sonnerez à une petite porte au numéro 10. Vous direz au domestique qui viendra vous ouvrir la porte que je prie son maître de passer ici. Vous me le ramènerez si ce monsieur est chez lui. Servez-vous de mon nom. Il suffira pour aplanir toutes les difficultés. Tâchez de n'employer qu'un quart d'heure à tout faire. » Un autre valet de chambre, celui de la duchesse, parut aussitôt que celui du duc fut parti. « Allez de ma part chez le duc de Chaulieu. Faites-lui passer cette carte. » Le duc donna sa carte pliée d'une certaine manière. Quand ses deux amis intimes éprouvaient besoin de se voir à l'instant pour quelque affaire pressée et mystérieuse qui ne permettait pas l'écriture, ils s'avertissaient ainsi l'un l'autre. On voit qu'à tous les étages de la société, les usages se ressemblent et ne diffèrent que par les manières, les façons, les nuances. Le grand monde a son argot, mais cet argot s'appelle le style. « Êtes-vous bien certaine, madame, de l'existence de ces prétendues lettres écrites par mademoiselle Clotilde de Grandlieu à ce jeune homme ?» dit le duc de Grandlieu. Et il jeta sur madame Camusot un regard, comme un marin jette la sonde. « Je ne les ai pas vues, mais c'est à craindre, » répondit-elle en tremblant. « Ma fille n'a rien pu écrire qui ne soit avouable, » s'écria la duchesse. « Pauvre duchesse, » pensa Diane, en jetant un regard au duc de Grandlieu qui le fit trembler. « Que crois-tu, ma chère petite Diane ?» dit le duc à l'oreille de la duchesse de Maufrigneuse en l'emmenant dans l'embrasure d'une fenêtre. « Clotilde est si folle de Lucien, mon cher, qu'elle lui avait donné un rendez-vous avant son départ. Sans la petite Lenoncourt, elle se serait peut-être enfuie avec lui dans la forêt de Fontainebleau. Je sais que Lucien écrivait à Clotilde des lettres à faire partir la tête d'une sainte. Nous sommes 3 filles d'Ève, enveloppées par le serpent de la correspondance. » Le duc et Diane revinrent de l'embrasure vers la duchesse et madame Camusot, qui causaient à voix basse. Amélie, qui suivait en ceci les avis de la duchesse de Maufrigneuse, se posait en dévote pour gagner le cœur de la fière portugaise. « Nous sommes à la merci d'un ignoble forçat évadé, » dit le duc en faisant un certain mouvement d'épaule. « Voilà ce que c'est que de recevoir chez soi des gens de qui l'on n'est pas parfaitement sûr. On doit, avant d'admettre quelqu'un, bien connaître sa fortune, ses parents, tous ses antécédents. » Cette phrase est la morale de cette histoire, au point de vue aristocratique. « C'est fait, » dit la duchesse de Maufrigneuse. « Pensons à sauver la pauvre madame de Sérisy, Clotilde et moi. » Nous ne pouvons qu'attendre Henri, je l'ai fait demander. Mais tout dépend du personnage que Gentil est allé chercher. Dieu veuille que cet homme soit à Paris. Madame, dit-il en s'adressant à madame Camusot, je vous remercie d'avoir pensé à nous. C'était le congé de madame Camusot. La fille de l'huissier du cabinet avait assez d'esprit pour comprendre le duc. Elle se leva. Mais la duchesse de Maufrigneuse, avec cette adorable grâce qui lui conquérait tant de discrétion et d'amitié, prit Amélie par la main et la montra d'une certaine manière au duc et à la duchesse. « Pour mon propre compte, et comme si elle ne s'était pas levée dès l'aurore pour nous sauver tous, je vous demande plus d'un souvenir pour ma petite madame Camusot. D'abord, elle m'a déjà rendu de ces services qu'on n'oublie point. Puis, elle nous est tout acquise, elle et son mari. J'ai promis de faire avancer son Camusot, et je vous prie de le protéger avant tout pour l'amour de moi. » « Vous n'avez pas besoin de cette recommandation, » dit le duc à madame Camusot. « Les Grandlieu se souviennent toujours des services qu'on leur a rendus. Les gens du roi vont, dans quelque temps, avoir l'occasion de se distinguer. On leur demandera du dévouement. Votre mari sera mis sur la brèche. » Madame Camusot se retira fière, heureuse, gonflée à étouffer. Elle revint chez elle triomphante. Elle s'admirait. Elle se moquait de l'inimitié du procureur général. Elle se disait « Si nous faisions sauter monsieur de Granville !» Il était temps que madame Camusot se retirât. Le duc de Chaulieu, plein des favoris du roi, se rencontra sur le perron avec cette bourgeoise. « Henri !» s'écria le duc de Chaulieu quand il entendit annoncer son ami. « Cours, je t'en prie, au château, tâche de parler au roi. Voici de quoi il s'agit. » Et il emmena le duc dans l'embrasure de la fenêtre, où il s'était entretenu déjà avec la légère et gracieuse Diane.
De temps en temps, le duc de Chaulieu regardait à la dérobée la folle duchesse, qui, tout en causant avec la duchesse pieuse et se laissant sermonner, répondait aux œillades du duc de Chaulieu. « Cher enfant, dit enfin le duc de Chaulieu, dont l'aparté se termina, soyez donc sage. Voyons, ajouta-t-il en prenant les mains de Diane, gardez donc les convenances, ne vous compromettez plus, n'écrivez jamais. Les lettres, ma chère, ont causé tout autant de malheurs particuliers que de malheurs publics. Ce qui serait pardonnable à une jeune fille comme Clotilde, aimant pour la première fois, et sans excuse chez « un vieux grenadier qui a vu le feu », dit la duchesse en faisant la moue au duc. Ce mouvement de physionomie et la plaisanterie amenèrent le sourire sur les visages désolés des deux ducs et de la pieuse duchesse elle-même. « Voilà 4 ans que je n'ai écrit de billets doux. Sommes-nous sauvés ?» demanda Diane, qui cachait ses anxiétés sous ses enfantillages. « Pas encore, dit le duc de Chaulieu, car vous ne savez pas combien les actes arbitraires sont difficiles à commettre. C'est, pour un roi constitutionnel, comme une infidélité pour une femme mariée. C'est son adultère. Son péché mignon, dit le duc de Grandlieu. Le fruit défendu, reprit Diane en souriant. Oh, comme je voudrais être gouvernement, car je n'en ai plus, moi, de ce fruit. J'ai tout mangé. Oh, cher, cher, dit la pieuse duchesse, vous allez trop loin. Les deux ducs, en entendant une voiture s'arrêter au perron avec le fracas que font les chevaux lancés au galop, laissèrent les deux femmes ensemble, après les avoir saluées, et allèrent dans le cabinet du duc de Grandlieu, où l'on introduisit l'habitant de la rue Honoré-Chevalier, qui n'était autre que le chef de la contre-police du château, de la police politique, l'obscur et puissant Corentin. « Passez, dit le duc de Grandlieu, passez, monsieur de Saint-Denis. » Corentin, surpris de trouver tant de mémoire au duc, passa le premier, après avoir salué profondément les deux ducs. « C'est toujours pour le même personnage, ou à cause de lui, mon cher monsieur, dit le duc de Grandlieu. Mais il est mort, dit Corentin. Il reste un compagnon, fit observer le duc de Chaulieu, un rude compagnon. Le forçat, Jacques Collin, répliqua Corentin. Parle, Ferdinand, dit le duc de Grandlieu à l'ancien ambassadeur. Ce misérable est à craindre, reprit le duc de Chaulieu, car il s'est emparé, pour pouvoir en faire une rançon, des lettres que mesdames de Sérisy et de Maufrigneuse ont écrites à ce Lucien Chardon, sa créature. Il paraît que c'était un système chez ce jeune homme d'arracher des lettres passionnées en échange des siennes, car mademoiselle de Grandlieu en a écrit, dit-on, quelques-unes. On le craint, du moins, et nous ne pouvons rien savoir, elle est en voyage. Le petit jeune homme, répondit Corentin, était incapable de se faire de ces provisions-là. C'est une précaution prise par l'abbé Carlos Herrera. Corentin appuya son coude sur le bras du fauteuil où il s'était assis et se mit la tête dans la main en réfléchissant. « De l'argent. Cet homme en a plus que nous n'en avons, dit-il. Esther Gobseck lui a servi d'asticot pour pêcher près de 2 millions dans cet étang à pièces d'or appelé Nuncingen. Messieurs, faites-moi donner plein pouvoir par qui de droit. Je vous débarrasse de cet homme. »« Et des lettres ?» demanda le duc de Grandlieu à Corentin. « Écoutez, messieurs, » reprit Corentin en se levant et montrant sa figure de fouine en état d'ébullition. Il enfonça ses mains dans les goussets de son pantalon de molleton noir à pied. Ce grand acteur du drame historique de notre temps avait passé seulement un gilet et une redingote. Il n'avait pas quitté son pantalon du matin, tant il savait combien les grands sont reconnaissants de la promptitude en certaines occurrences. Il se promena familièrement dans le cabinet en discutant à haute voix comme s'il était seul. « C'est un forçat. On peut le jeter sans procès, au secret, à Bicêtre, sans communication possible, y laisser crever. Mais il peut avoir donné des instructions à ses affidés en prévoyant ce cas-là. »« Mais il a été mis au secret, » dit le duc de Grandlieu, sur le champ, après avoir été saisi chez cette fille à l'improviste. « Est-ce qu'il y a des secrets pour ce gaillard-là » répondit Corentin. « Il est aussi fort que moi. » Que faire se dirent par un regard les deux ducs. « Nous pouvons réintégrer le drôle au bagne immédiatement. À Rochefort, il y sera mort dans 6 mois. Oh, sans crime,
dit-il en répondant à un geste du duc de Grandlieu. Que voulez-vous? Un forçat ne tient pas plus de 6 mois à un été chaud, quand on l'oblige à travailler réellement au milieu des miasmes de la Charente. Mais ceci n'est bon que si notre homme n'a pas pris des précautions pour ses lettres. Si le drôle s'est méfié de ses adversaires, et c'est probable, il faut découvrir quelles sont ses précautions. Si le détenteur des lettres est pauvre, il est corruptible. Il s'agit donc de faire jaser Jacques Collin. Quel duel! J'y serais vaincu. Ce qui vaudrait mieux, ce serait d'acheter ces lettres par d'autres lettres. Des lettres de grâce, et me donner cet homme dans ma boutique. Jacques Collin est le seul homme assez capable pour me succéder. Ce pauvre Contenson et ce cher Peyrade étant mort. Jacques Collin m'a tué ces 2 incomparables espions, comme pour se faire une place. Il faut, vous le voyez, messieurs, me donner carte blanche. Jacques Collin est à la conciergerie. Je vais aller voir M. de Grandville à son parquet. Envoyez donc là quelques personnes de confiance qui me rejoignent, car il me faut soit une lettre à montrer à M. de Grandville, qui ne sait rien de moi, lettre que je rendrai d'ailleurs au président du conseil, soit un introducteur très imposant. Vous avez une demi-heure, car il me faut une demi-heure environ pour m'habiller, c'est-à-dire pour devenir ce que je dois être aux yeux de monsieur le procureur général. Monsieur, dit le duc de Chaulieu, je connais votre profonde habileté. Je ne vous demande qu'un oui ou un non. Répondez-vous du succès. Oui, avec l'omnipotence, et avec votre parole de ne jamais me voir questionner à ce sujet. Mon plan est fait. Cette réponse sinistre occasionna chez les 2 grands seigneurs un léger frisson. Allez, monsieur, dit le duc de Chaulieu, vous porterez cette affaire dans les comptes de celle dont vous êtes habituellement chargé. Corentin salua les 2 grands seigneurs et partit. Henri de Lenoncourt, pour qui Ferdinand de Grandlieu avait fait atteler une voiture, se rendit aussitôt chez le roi, qu'il pouvait voir en tout temps par le privilège de sa charge. Ainsi, les divers intérêts noués ensemble, en bas et en haut de la société, devaient se rencontrer tous dans le cabinet du procureur général, amenés tous par la nécessité, représentés par 3 hommes. La justice par M. de Grandville, la famille par Corentin, devant ce terrible adversaire, Jacques Collin, qui configurait le mal social dans sa sauvage énergie. Quel duel que celui de la justice et de l'arbitraire, réunis contre le bagne et sa ruse. Le bagne, ce symbole de l'audace qui supprime le calcul et la réflexion, à qui tous les moyens sont bons, qui n'a pas l'hypocrisie de l'arbitraire, qui symbolise hideusement l'intérêt du ventre affamé, la sanglante, la rapide protestation de la faim. N'était-ce pas l'attaque et la défense, le vol et la propriété, la question terrible de l'état social et de l'état naturel, vidé dans le plus étroit espace possible? Enfin, c'était une terrible, une vivante image de ces compromis antisociaux que font les trop faibles représentants du pouvoir avec de sauvages émeutiers. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.